formule. Je vous prie de croire, mesdames et messieurs, en l'expression de mes sincères salutations. France Bleu Auxerre. France Bleu. La lettre de motivation, le CV, les réseaux sociaux, c'est le dossier du jour. Et pour en parler avec nous ce matin, Séverine Guérin. Bonjour Séverine. Bonjour Nathalie. Conseillère à la Maison de l'Emploi, à Auxerre, mais aussi à Saint-Florentin. Et Chantal Montez. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Chasseuse de tête, entre guillemets, du cabinet de recrutement Arcane Conseil, installé à Chevillon. L'une d'entre vous... qui a un souvenir de lettre de motivation? Votre premier souvenir de lettre de motivation personnel, on va dire. Séverine. Ouh là là, je sortais des études. Ouais, comme généralement c'est le premier apprentissage et c'est la première fois. Et je me suis acheté une revue comment rédiger un bon CV et une bonne lettre de motivation. Est-ce que ça a apporté ses fruits? Et oui, ça apporte ses fruits, ça apporte voilà des petits tuyaux dont on peut s'inspirer. Après il faut rester personnel et trouver des petites accroches. Ces accroches, on va les trouver justement avec vous, Chantal Montez. Souvenir de lettre de motivation ou de CV? Je crois que celles qu'on fait, les premières sont balbutiantes. Oui, on commet tous les mêmes erreurs. Et puis au fil du temps, on s'aperçoit que il faut effectivement renseigner la personne qui va la lire, puisqu'il se trouve qu'on n'est jamais au fait que les gens qui vont les lire sont des gens qui ne savent pas, par exemple, ce que fait l'entreprise qu'on cite. On cite un nom d'entreprise. Alors généralement on oublie le lieu, donc ça peut être utile, et puis on n'a pas forcément le réflexe d'expliquer l'activité de l'entreprise, et on peut pas le deviner. Donc il faut tout le temps, lorsqu'on fait une lettre de motivation, se mettre à la place du lecteur qui doit bien comprendre en face ce dont on parle. Donc c'est ce que je retiendrai moi comme étant essentiel. Chantal Montez, Séverine Guérin, vous êtes nos invités ce matin. Je vous invite vous aussi à nous faire part de vos souvenirs, balbutiants, ça c'est certain. On a tous été confrontés à cette lettre de motivation. La première est jamais terrible et on essaye justement d'évoluer pas à pas. On en parle peut-être pour vos enfants qui sont à la recherche de leur stage, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et il faut soigner justement et se mettre en valeur. 03 86 52 23 23, c'est la vie en bleu sur France Bleu Auxerre. France Bleu Auxerre, la vie en bleu, jusqu'à 11h. La vie en bleu, c'est avec vous, 03 86 52 23 23, mais aussi avec nos invités ce matin, Séverine Guérin, conseillère à la Maison de l'Emploi, à Auxerre et à Saint-Florentin, et Chantal Montez du cabinet de recrutement Arcane Conseil à Chevillon. Alors, on s'intéresse à la mise en valeur, justement, du CV, de la lettre de motivation, l'une des étapes importantes. En tant que conseillère à la Maison de l'Emploi, vous recevez certaines personnes pour des entretiens individuels, Séverine Guérin, pour les orienter, les accompagner. Quelles sont les questions les plus fréquentes sur la lettre de motivation? Alors donc à la Maison de l'Emploi, on a un service au niveau du centre de ressources, donc un service d'accueil, d'information et d'orientation où on reçoit toute personne qui a besoin d'un conseil pour rédiger un CV ou rédiger une lettre de motivation. Alors des personnes viennent parfois sans CV, donc là on a tout à construire. Après les personnes où rédiger un CV depuis longtemps et on besoin plutôt de conseils pour savoir comment le mettre au goût du jour. Alors après souvent je dirais que les CV ne sont pas forcément bien détaillés au niveau des compétences de ce que les personnes ont pu faire à travers leurs différents emplois et je dirais que l'accent est plutôt d'essayer d'accompagner les personnes à mettre en valeur, compétences, les compétences et à pouvoir mettre des mots sur ce qu'elles ont pu faire et à travers leurs différentes missions. Alors oui, c'est ça, Chantal Montez, ce serait plus de mettre en valeur les compétences plus que l'expérience, en tout cas en tirer des conclusions. Ce dont on s'aperçoit, c'est que souvent les personnes oublient de lister les tâches qu'elles faisaient dans tel ou tel poste. Et là encore, on ne peut pas le deviner. C'est-à-dire que si on a simplement 2 lignes pour dire que l'intitulé d'un poste, ça ne nous suffira pas. Donc on a besoin de savoir au niveau de ce poste-là, ce que la personne faisait. Et moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut essayer de
d'être très précis dans son CV. Alors, pas plus d'une page. Oui. Je recommande toujours le fait que je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, parce qu'on zappe très vite les CV. Maintenant, il faut les rendre intéressants. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre en avant ce qui était important dans l'expérience de chaque dernière expérience surtout. Donc, peut-être être moins précis dans le début. On peut mettre plus court. Dans les dernières expériences, c'est important de dire ce qu'on a fait. Oui, quel a été, pour juger un petit peu quel a été le parcours et quelle a été l'évolution. Alors pour un jeune qui débute, forcément, l'expérience va être un peu plus réduite que quelqu'un qui est peut-être en reconversion ou en recherche d'emploi et plus sur une fin de carrière. Hein. Et justement, alors, est-ce qu'on détaille l'ensemble de sa vie professionnelle ou on ne choisit que des... Je pense qu'on peut vraiment, en tout ce qui est le début de son expérience, si on a une longue expérience ou moyenne, on peut un petit peu être très concis. On doit détailler davantage les dernières qui sont illustratives de ce qu'on sait aujourd'hui faire. Pour ce qui est des très jeunes dont vous parliez, j'ai tendance à dire qu'il faut vraiment axer sur les stages qui ont été faits. Ça, c'est quelque chose qui sert d'expérience et il faut vraiment les mettre en valeur. Trop souvent, il y a juste une ligne sur le stage, il faut les développer. Parce que là, ça sert d'expérience. Hein. Nous, en tant que cabinet, on compte un stage comme une demi-expérience, puisque c'est souvent en alternance. Donc, on sait très bien qu'une alternance, c'est à peu près une demi-année par rapport à ce qui est fait normalement. C'est important de les citer, ces stages. Est-ce qu'on laisse entreapercevoir sa personnalité sur un CV, par exemple, en ce qui concerne ses centres d'intérêt, c'est vrai. Moi, j'aurais tendance à le dire que oui, parce que c'est important de pouvoir faire en sorte de... si on fait des sports d'équipe, c'est très connu, ce sont des lieux communs. Mais on dit toujours de mettre en avant le fait qu'on fasse un sport d'équipe. Plus que du basket, que du tennis, par exemple. Par exemple. Bon, ça étant, si on est classé au tennis, on va le dire aussi, vous voyez. Et puis, ce qui se dit aussi aujourd'hui, c'est beaucoup tout ce qui est association, le côté associatif, caritatif. Ce sont des choses qui plaisent. Alors après, il faut que ce soit vrai. Moi, je préconise de mettre de la vérité dans son CV. Tant qu'à faire. Oui, c'est pas si évident que ça. Oui, c'est vrai, oui. Séverine Guérin, vous êtes oui, alors après, les centres d'intérêt, cinéma, balade. Oui, il faut que ce soit pertinent, en fait. Ça n'a pas trop d'intérêt. Après, si on a un intérêt pour un cinéaste en particulier, où on connaît tous ses films, toutes les dates, tous les acteurs, alors pourquoi pas, mais après, faut que ça ait un intérêt. Un marathonien sera très résistant physiquement, endurant, donc... c'est quelqu'un, en qui on pourra peut-être faire confiance, mais il faut que les centres d'intérêt aient un intérêt pour la personne, pour l'employeur et pour le recruteur. Et puis ça reste un sujet d'échange lors de l'entretien, donc ça peut être pertinent, oui. Également les voyages peut-être aussi. Vous voyez, quand les gens ont voyagé, si on demande qu'ils soient bilingues dans le poste, c'est tout à fait intéressant de mettre que la personne a voyagé et a utilisé la langue précisément qu'on va lui demander de pratiquer. Donc je crois que c'est très important de mettre tout ce qu'on peut en valeur par rapport à ça. C'est toujours le débat, photo, pas photo, sur un CV par exemple. Ça dépend de la photo ? Oui. Malheureusement, souvent les photos ne sont pas toujours avantageuses. Donc si on met une photo, faut qu'elle soit vraiment bien et... La qualité de la photo. Et qu'il y ait une bonne qualité de photo, qu'on ne l'ait pas agrandi dans tous les sens ou rapetissé ou que le visage soit déformé. Et après, il n'y a pas d'obligation si on demande pas de photos. Après, de toute façon, on a de moins en moins le droit. On a de moins en moins le droit d'exiger des choses très précises comme celle-là. On peut pas demander que, quand moi je demande qu'on m'envoie une candidature, je demande une lettre de motivation et un CV. Je ne me permettrai jamais de demander une photo parce que là, j'aurais carrément les foudres qui s'abattraient sur moi. Donc, certainement. Oui. Oui, maintenant et d'autant plus. Il faut faire très attention à ça. De toute façon, les photos, il faut les chercher sur les réseaux sociaux. Voilà. Faut-il y être? Alors voilà, puisqu'effectivement, on googleise un peu tout le monde. Tout le monde est plus ou moins sur les réseaux sociaux. Alors on va savoir comment s'en servir pour vous mettre en valeur, parce que c'est ça aussi le problème de la e-réputation, c'est qu'on sait facilement ce que vous avez fait la veille, peut-être même de votre entretien. Ce serait quand même dommage. Alors on en parlera d'ici quelques instants avec vous, Chantal Montez, je le rappelle, du cabinet de recrutement Arcane Conseil à Chevillon, mais aussi Séverine Guérin, conseillère à la Maison de l'Emploi à Auxerre et à Saint-Florentin. On parlera également de la lettre de motivation. Les codes ont peut-être bien changé maintenant à l'heure d'Internet et à l'heure des mails de motivation. Fini peut-être la lettre manuscrite. C'est à suivre dans la vie en bleu sur France Bleu Auxerre. France Bleu Auxerre. France Bleu.
On parle de la lettre de motivation, du CV et aussi de sa mise en valeur et des réseaux sociaux avec vous, Séverine Guérin, conseillère à la Maison de l'Emploi à Auxerre et à Saint-Florentin, mais aussi Chantal Montes, chasseuse de tête et du cabinet de recrutement Arcane Conseil. On parlait justement à l'instant des réseaux sociaux. Les candidats et les employeurs sont de plus en plus nombreux, on va pas se mentir, à les utiliser. Quelles informations faut-il mettre en avant sur les réseaux sociaux, Chantal ? Il faut essayer de ne pas parler de la fête qu'on a eue la veille en faisant les fous et en étant ivre, c'est embêtant. Donc, Ou de partager seulement ces informations avec ses amis. Voilà. Voilà, il faut être très très prudent sur le fait qu'il faut vraiment veiller à son image. La e-réputation aujourd'hui peut nuire terriblement dans un sens ou dans l'autre. Elle peut aider comme elle peut desservir. Donc, y faire très attention, ne mettre des photos que vraiment qui soient. Alors, ça dépend si on veut effectivement mettre en public et à ce moment-là on met ce qu'on veut. Mais si on veut qu'un employeur futur ne tombe pas sur quelque chose qui n'aille pas du tout, on fera attention à ces aspects-là. Et puis on utilisera, il y a toutes sortes de réseaux sociaux aujourd'hui qui sont vraiment très différents et qui de plus en plus vont vers même des plateformes de recrutement qui permettent d'être exactement comme sur un site de rencontre. D'accord. C'est exactement la même, c'est du Tinder. Ça matche pas, quoi. C'est ça, c'est du Tinder, c'est vraiment exactement la même chose. Et ça, c'est la nouvelle tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les postes difficiles à pourvoir, on va aller beaucoup plus que, on utilisait autrefois les sites traditionnels de recrutement. On les utilise toujours, ils marchent bien. Mais on utilise aussi, des sites qui sont beaucoup plus aujourd'hui, plateforme et il y en a énormément. Ça, c'est vraiment un créneau qui s'est développé. Alors, il faut essayer par rapport à sa spécialité, à son métier, de trouver le bon. Ouais. Donc, dans la faune sur Internet, on trouve, il y a les spécialités qui sont définies et puis on tâtonne parce que là, on est dans de façon des nouveautés complètes. Ça. Alors, quels sont les sites les plus populaires pour la recherche d'emploi? Non, mais pour cultiver ce réseau et ce réseau social. Alors, vous avez les très très traditionnels pour ce qui est des sites. On les connaît tous. Cadre Emploi, APEC, Monster, Quel Job, Météo Job, Indeed. Ensuite, vous avez Viadeo, LinkedIn. Alors, je dirais que LinkedIn est le leadership par rapport à Viadeo aujourd'hui. Et puis ensuite, vous avez ces plateformes qui sont Yatedo, Talent, Monkety, etc., etc. Donc là, c'est par spécialité, par métier. Et ce sont des plateformes de matching. C'est vraiment le cas. Et dernièrement, il y a Job in Pods. Alors là, c'est carrément de l'audio. C'est-à-dire qu'on passe à du matching avec l'image. D'accord. Avec la vidéo, c'est comme si on passait un casting, quoi, en quelque sorte. Voilà. C'est exactement ça. Ah oui, donc maintenant, on a un cran au-dessus. Il faut être quand même sacrément performant, on va dire, dans la recherche d'emploi. C'est compliqué. Ouais. Alors, sincèrement, c'est compliqué parce que pour des gens un peu plus âgés qui ne seraient pas forcément connectés, connectés, qui n'aiment pas trop ça, comme on a tous la tendance aujourd'hui à aller au moins sur LinkedIn, qui est le minimum, et puis à aller vers ces plateformes, si on n'est pas connecté à cela, ça va être compliqué. Les personnes qui viennent vous voir, Séverine Guérin, on prenne conscience de l'intérêt de ces réseaux sociaux, de l'intérêt d'être visible, on va dire. Pas trop, non. Après, voilà. Elle l'utilise certainement, mais à titre personnel. Mais après, on peut trouver des offres sur Facebook, pour pas le citer. De plus en plus, on voit circuler des offres d'emploi, mais je dirais que c'est pas forcément encore bien utilisé ou utilisé, à sa juste valeur et où on ne sait pas forcément bien, l'utiliser et en tout cas le mettre à profit. Et le mettre à profit, ouais. Ce qui est certain, c'est que plus vous allez vers des gens jeunes, plus ce seront des gens qui seront aptes à être à l'aise avec cela. Et je pense qu'il faudrait vraiment des formations pour aider les gens plus âgés, en tous les cas, pas forcément âgés, mais plus âgés pour être très à l'aise, parce que là, il y a vraiment une vulgarisation à mettre en œuvre qui devient quasiment indispensable. Si vous n'êtes pas au moins sur LinkedIn, Viadeo, c'est le minimum. Donc Facebook, effectivement, aussi, mais Facebook est toujours vécu comme étant plus pour le côté privé, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément le réflexe d'un employeur que d'aller sur Facebook. Alors il ira pour vérifier ce que la personne n'ait pas fait n'importe quoi la veille, comme je le disais. Mais pour ce qui est de professionnel, c'est LinkedIn qui tient pour l'instant le haut du panier. Et puis derrière, toutes les plateformes que je vous ai citées qui, elles, vont prendre le dessus, c'est sûr et certain. Et donc cultiver ce réseau social virtuel, c'est tout aussi important finalement que
d'avoir un réseau physique en tout cas et faire appel à ses connaissances. Il faut pas négliger l'un ou l'autre. C'est-à-dire que il faut que quand vous avez un contact sur LinkedIn par exemple ou une plateforme désormais de matching, il faut qu'elle soit. C'est exactement comme un club de rencontre, ou un site de rencontre. Il faut que vous embrayiez directement sur le contact physique. C'est capital. Donc il faut que vous ayez effectivement pris le contact, puis que vous rencontriez la personne. Ça reste la clé. Si vous restez dans le virtuel, c'est comme dans la vraie vie, ça ne marche pas. C'est le virtuel et juste un contact pris. Ça n'ira pas plus loin. C'est cela. On continuera à en parler d'ici quelques instants, justement, puisque la prochaine étape, c'est la prise de contact, que ce soit une candidature spontanée ou alors une réponse à une offre de poste ou une offre d'emploi, la lettre de motivation. Alors, avec ces nouveaux réseaux sociaux, est-ce que la lettre de motivation a encore un avenir? On en parlera d'ici quelques instants. En attendant, on va vous retrouver, Marie Vernet, avec un bon plan aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour Nathalie, un bon plan qui s'appelle Commerce en test et c'est à Migène que ça se passe. Le principe, juste en 2 mots, parce que je vais vous le développer dans quelques minutes, mais en 2 mots, c'est que si vous avez une bonne idée, que vous avez envie même d'en créer un concept, une entreprise, mais que vous hésitez à vous lancer parce que vous ne savez pas si c'est viable, etc., vous allez pouvoir tester pendant quelques mois à Migène, dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. C'est bien ça, hein? Allez, on en parle dans quelques minutes. France Bleu. France Bleu Auxerre. Marie Vernet, vous êtes avec nous avec un bon plan pour commencer cette semaine et vous nous parlez de l'opération Commerce en test. Oui, Commerce en test, c'est le nom de cette initiative à Migène. Initiative qui va vous intéresser si vous êtes entrepreneur ou si vous avez de bonnes idées. Et ça, je n'en doute pas. L'année dernière, déjà, la ville avait créé un magasin éphémère. Les porteurs de projets pouvaient tester une activité, de la vente, du service à la personne. Plusieurs futurs entrepreneurs en avaient profité d'ailleurs pour essayer leur business. Vous montiez une boutique de vêtements pendant 3 mois pour voir si ce que vous proposiez plaisait, s'il y avait une clientèle pour vos articles, pour avoir une idée de chiffre d'affaires aussi approximatif. C'est vrai, c'était un bon moyen pour tester avant de se lancer en louant ou en achetant un fonds de commerce. Bon, là évidemment, quand vous achetez, il faut pas vous planter, donc c'est un bon moyen d'essayer. Alors cette fois, la ville de Migène remet ça, mais ça s'appelle Commerce en test. Alors qu'est-ce qui change à part le nom finalement ? Pas grand-chose sur le principe. Par contre, les avantages se sont cumulés depuis l'année dernière. Le futur commerçant, peut-être vous, pourrait louer à loyer modéré un local refait à neuf dans le centre-ville. Vous pourrez aussi bénéficier d'un coaching personnalisé pour que votre affaire fonctionne. Et si vous concrétisez à la fin de l'expérience et que, de fait, vous trouvez un local, vous vous installez, eh bien, vous bénéficierez de conditions bancaires avantageuses. Vous voyez, c'est la 2e édition, mais les avantages sont beaucoup plus nombreux cette année. Des raisons de plus de se jeter à l'eau. Pour quelques mois, montez votre entreprise, vous ne craignez rien. Soit ça aboutit, soit ce n'est pas concluant, mais au moins, vous serez fixé. On peut tous prétendre à cette opération Commerce en test ? Sur le principe, oui, nous pouvons tous avoir une bonne idée. Dans les faits, il faut quand même que votre dossier soit retenu. Vous avez d'ailleurs jusqu'au 31 octobre pour déposer votre candidature à la mairie de Migène, un dossier avec votre CV, une lettre de motivation et surtout un descriptif détaillé de l'activité que vous voudriez mettre en place, évidemment. Franchement, foncez, ça se tente. Eh ben si ça se tente, alors on y va. C'est Commerce en test, un bon plan pour remonter donc sans risque le temps de quelques mois. Une activité, un commerce, une entreprise dans le centre-ville de Migène. Alors pour plus d'infos, il faut s'adresser directement à la mairie de Migène. Les coordonnées à l'accueil de France Bleu Auxerre au 03 86 52 23 23. Merci beaucoup Marie, bonne journée. Merci, à demain. Bleu et la vie. La vie en bleu, on parle de l'emploi, de votre retour peut-être à l'emploi, des secrets de la lettre de motivation et du CV. Aujourd'hui avec nos invités, Séverine Guérin, conseillère à la Maison de l'Emploi à Auxerre et à Saint-Florentin, Chantal Montaise, du cabinet de recrutement Arcane Conseil. Alors, on en parlait justement de ces réseaux sociaux et de l'intérêt de faire attention à ce qu'on y met, mais aussi d'être visible. Donc c'est tout cet équilibre à retrouver. Mais alors quid de la lettre de motivation, parce que si on rentre en contact par le biais d'internet, par le biais des mails, est-ce que la lettre de motivation a encore un avenir ? Je préconise vraiment de continuer à en mettre. La seule chose qu'il faille éviter, l'écueil majeur, c'est de mettre une liste d'entreprises à laquelle on va envoyer cette lettre de motivation en disant votre poste m'a intéressé, parce que là c'est plus crédible. Faire un mail groupé. Donc je dirais de faire très attention au fait que quand on l'envoie, il faut pas qu'il y ait la liste groupée, parce que là ça fait plus sérieux du tout.
C'est quelqu'un qui n'a pas pris soin de réfléchir à ça et qui le fait en pensant à autre chose. Donc c'est dangereux. En se disant, je vais gagner du temps, Voilà. est bien. Alors la liste, il peut la mettre, mais non apparente. Oui. Et il est certain que là, c'est ce que j'ai vu la semaine dernière. C'est pour ça que j'y pense. On n'a plus du tout envie de le lire. C'est quelque chose. Alors on le fera parce que voilà, chacun a sa chance. Mais c'est extrêmement dangereux de faire ça, et surtout quand on dit votre poste m'a particulièrement intéressé. Tu peux... Monsieur et Madame est volage alors. Donc ça, c'est à éviter. Mais oui, il faut mettre une lettre de motivation. Envoyer un CV comme ça sans un mot, c'est quelque chose qui est vraiment que je ne préconise pas du tout. Ça fait partie des codes qui ont Oui. changé sur la lettre de motivation, mais il reste les grands classiques, bien évidemment, les coordonnées à la fois du postulant et de l'employeur, Ça paraît le minimum. les formules de politesse. Ah, j'y tiens beaucoup. Enfin, moi, je suis très partisane de faire attention et à l'orthographe qui Ah oui, a ça. disparu, et puis aux formules de politesse qui sont indispensables, bien sûr. Alors, bonne question, Maude qui réalise cette émission. La lettre de motivation dans le mail ou en pièce jointe? Vous mettez les deux en pièce jointe. Vous envoyez un. Alors ça dépend. Si vous répondez, par exemple, sur l'APEC, vous aurez la marche à suivre, et donc vous aurez systématiquement le fait qu'il y ait tout ce que peut envoyer l'APEC, et puis deux pièces jointes, une lettre de motivation et un CV. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Un mot, et puis ensuite joindre les deux pièces jointes que sont le CV et la lettre de motivation, qu'on va peut-être éditer pour les lire plus paisiblement à un autre moment. Mais on n'oublie pas la pièce jointe. On renvoie pas un deuxième mail avec « Oups, la pièce jointe Ça, c'est un petit peu inquiétant, surtout si c'est un poste de secrétaire de direction, vous voyez, ». Par exemple. par exemple. Alors c'est à ce moment-là, c'est dans cette lettre de motivation finalement qu'il faut être assez original, sortir du lot, se démarquer, parce que finalement il faut attirer l'œil. Oui, alors il faut pas être dans les banalités, toujours les mêmes, c'est-à-dire toujours utiliser les mêmes formules. Votre profil de poste m'a intéressé. Il faut essayer de trouver quelque chose d'un peu original, mais pas non plus quelque chose de trop fantaisiste, parce que si ce sont des postes classiques, on va demander aussi une certaine rigueur. Donc c'est pas vraiment idéal que d'être dans la très grande originalité. Si on passe ensuite par les plateformes qu'on citait précédemment, là on a intérêt au contraire à être extrêmement original et à sortir du lot. Séverine Guérin. Oui, je dirais que moi c'est clair. Enfin, je pense que voilà, c'est important de bien personnaliser sa lettre de motivation. De prendre le temps de la rédiger, si vous répondez à une offre, vous avez de reprendre les termes qui apparaissent dans cette offre, et de bien faire le lien avec son parcours professionnel et ses compétences, de rejoindre tout ça, et de prendre vraiment le temps et de personnaliser. Ça c'est clair que c'est très important. Mais personnaliser, c'est-à-dire mettre en valeur ses compétences, mettre un peu de soi dans cette lettre. Et de parler à l'entreprise à laquelle on écrit. Non, mais c'est important. Voilà. On sent qu'on s'adresse vraiment à l'entreprise en question et que ce n'est pas une lettre standard. C'est très important. Ouais. Et de pas envoyer quand on fait des candidatures spontanées, la même lettre à toutes les entreprises. Ouais, non. Et il y a une différence justement entre la candidature spontanée et la réponse à une offre. Ah, ça n'a rien à voir. Ouais. La candidature spontanée, c'est vraiment quelque chose qui doit être très attractif, parce que là, de ce fait, elle est spontanée. Vous avez besoin de moi. Et voilà. Donc il faut quelque chose qui accroche. La lettre classique est beaucoup plus en réponse à une annonce, où on va reprendre ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait de bien mettre en avant ce qui correspond le mieux dans son propre profil au profil de poste qui est cité. Et là, c'est important. Il faut aussi oublier systématiquement de dire ça va apporter beaucoup de rentrer dans votre entreprise. C'est maladroit. Il vaut mieux dire ce qu'on peut apporter à l'entreprise que de citer ce que l'entreprise va apporter, même si c'est le cas. Mais de dire le stage que j'ai fait plus le fait d'avoir un CDI chez vous va me permettre d'évoluer, c'est sympathique, mais c'est pas ça qui va être très convaincant. Mais ce qui est bien, c'est qu'en 2017, on se pose plus la question de la lettre manuscrite ou pas, alors. Il n'y en a plus. Enfin, moi, je n'en reçois plus. Peut-être non, en recevez-vous. Mais... de moins en moins, oui. C'est... C'est déjà bien. C'est déjà ça. On gagne du temps. Pour ceux qui écrivent mal, oui. Oui, c'est ça, exactement. Et ceux qui font des fautes aussi. Hein, oui, mais bon, le correcteur d'orthographe n'est pas forcément... c'est vrai. La panache. C'est une catastrophe. C'est quelque chose qui, vraiment, aujourd'hui, est flagrant. C'est, quel que soit le niveau de
de compétences et d'études. Oui. Moi, j'ai beaucoup d'ingénieurs bac plus 5 comme candidats, hein, donc c'est vraiment une catastrophe. Sincèrement, ça fait peur. Hein. Alors, on sait que ça peut paraître anodin, mais non, ça ne l'est pas tant que ça. Parce que ces gens-là auront après à rédiger des propositions commerciales, et si c'est farci de fautes d'orthographe, ça n'ira pas. Vous le dites? Oui. Bah, je leur dis gentiment, on peut le dire très bien sûr, gentiment. oui, Hein. évidemment. C'est pas J'imagine du tout... que vous leur tirez pas l'oreille. Non, mais je les invite à peut-être se faire corriger par quelqu'un ou à relire mieux ou à se faire aider dans ces cas-là. Alors, il faut pas que la lettre ait été faite par quelqu'un d'autre, mais elle peut avoir été corrigée pour l'orthographe. Oui, et c'est toujours bien d'avoir un œil neuf, de faire appel, par exemple, ou à un cabinet de recrutement, ou à un conseiller, que ce soit la maison de l'emploi, Pôle emploi, peu importe, pour justement visualiser le travail qu'on a fait, parce que c'est vrai qu'on est dedans, ça prend du temps de créer une lettre de motivation, et parfois on n'a pas le recul nécessaire. Il faut vraiment aider à ce niveau-là. Alors, nous, en tant que cabinet de recrutement, c'est un peu compliqué parce qu'on va recevoir les CV, on n'a pas de travail en amont. Donc, moi, je m'occupe mes clients sont les entreprises et les candidats, je les reçois. Donc, c'est déjà trop tard puisque j'ai reçu le CV. Par contre, peut-être avez-vous la faculté d'aider en amont? Oui, on aide les personnes. Elles viennent avec une ébauche de lettres et on les aide, à essayer de formuler correctement leur pensée. Séverine Guérin de la Maison de l'Emploi à Auxerre et à Saint-Florentin, Chantal Montez, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, peut-être toutes les deux. Un dernier conseil à tous ceux qui seraient peut-être en train d'écrire leur CV et leur lettre de motivation, Séverine. Après, je dirais que on peut être outillé avec un magnifique CV, des lettres parfaites. Après, l'important aussi sera de se présenter à l'employeur de manière positive et de dégager quelque chose qui donne envie à l'employeur de vous recruter. Donc après, c'est aussi tout un savoir-être qui est essentiel. Je dirais lors de l'entretien d'embauche. Voilà. Eh bien, ce sera l'objet d'une autre émission. Merci, Séverine. Ça s'appelle un teasing en radio. Chantal Montez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, le cabinet de recrutement Arcane Conseil. Vous aussi un dernier conseil, justement. Rester naturel et ne pas mentir, surtout sur son expérience. Oui. Ça, c'est vraiment ce que je retiendrai comme étant le plus important. C'est catastrophique d'enjoliver un CV, on s'en aperçoit très vite. Et puis pensez aussi à ses références. Il faut absolument avoir en tête les références que l'on donnera quand on les demandera. Ce sont des choses que l'on vérifie. Accessoirement. Chantal Montez, merci beaucoup. Séverine Guérin, bonne journée à vous et à très bientôt sur France Bleu. C'est à suivre. J'ai testé pour vous, avec Mathieu